Aujourd'hui, Odile Mattei vous emmène à Thônes, situé à 20 km à l'est d'Annecy, dans le département de la Haute-Savoie. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors, on vous amène à Thônes. Est-ce que vous connaissez cette ville de 5000 habitants? Non? Alors, Jacques Douchet, qui est président de l'Office du tourisme, tout d'abord, vous allez nous situer donc, cette ville de Thônes dans notre région Rhône-Alpes-Auvergne. Oui, bonjour Odile. Thônes se situe entre le lac d'Annecy et la chaîne des Aravis, à une vingtaine de kilomètres d'Annecy. C'est une petite bourgade de moyenne montagne, dans un massif calcaire qui est fréquenté à toutes les altitudes. Je crois que ce qui caractérise le mieux son relief, c'est la douceur de ses pentes. On n'a pas l'impression d'être enfermé à Thônes, mais au contraire de pouvoir accéder à l'ensemble du massif très facilement. Et c'est une ville qui est visitée aussi bien en période hivernale, quand il y a la neige, ou quand maintenant la neige disparaît pour laisser place aux petites primes verts. Enfin, il y a des fleurs un petit peu de partout là, quand on se promène. Ce qui caractérise, je crois, le mieux Thônes, c'est son activité vivante toute l'année. C'est une ville qui ne vit pas au rythme du tourisme, mais qui vit aussi bien au rythme de l'agriculture que de l'artisanat et que de l'industrie de ses commerces. Alors certains osent dire, Jacques, que Thônes est la capitale du reblochon. Bien sûr, c'est la capitale géographique du reblochon, puisque c'est l'entrée de la vallée de Thônes, avec l'ensemble du massif qui représente le gros de la production de reblochon fermier. La Clusaz, Grand-Bornand, Manigot et les petits villages qui l'entourent. Mais ce n'est pas la seule activité économique. Alors les autres? Alors les autres activités économiques de Thônes, c'est bien entendu l'agriculture qui reste le potentiel essentiel et qui caractérise bien cette vallée, mais c'est aussi l'artisanat, avec l'artisanat du bois qui est très important chez nous, la construction de chalets, mais aussi les scieries, les menuisiers, etc. Et puis également une activité industrielle, puisque à Thônes, il y a le siège de l'entreprise Mobalpa, qui est installé ici depuis toujours, qui a pris aujourd'hui une dimension nationale, mais dont les propriétaires ont voulu rester à Thônes et faire vivre la population de Thônes, qui emploie aujourd'hui près de 600 employés. C'est quand même énorme, mais c'est aussi, bien sûr, le tourisme, puisque Thônes, on y vit effectivement toute l'année, aussi bien l'hiver, puisque nous sommes à 10-15 km de 3 stations importantes, mais aussi à côté du lac d'Annecy, bien sûr, mais aussi sur l'ensemble de l'année, puisqu'il y a une représentation de la moyenne montagne, avec tous les loisirs qui sont liés à la montagne. Mais nous allons développer ces thèmes différents tout au long de ce pouce-café consacré à Thônes. La partie histoire, peut-être. Anne-Vera Charvillon, bonjour. Bonjour. Alors Anne, vous êtes présidente de l'association des Amis du Val de Thônes. Alors moi je souhaitais connaître l'origine du mot, du nom Thônes. L'origine du nom de Thônes est probablement un mot d'origine celte, qui est le nom de Talinum, qui veut dire talus. Alors on peut penser c'est la signification de Talinum. Oui, oui. Alors on peut penser que les premiers habitants de Thônes ont habité probablement au pied de la butte du Calvaire actuelle. D'accord. Alors vous allez peut-être nous signifier quelques grandes étapes dans l'histoire de cette ville. Oui, ce qui est important, c'est le moment où Thônes a acquis ses franchises. Le comte de Genevois a accordé à Thônes la liberté de commerce et aux habitants de la ville de pratiquer leur métier de façon plus libre. Et donc l'économie a vraiment démarré à ce moment-là. Il y a eu aussi à ce moment-là la création de poids et de mesures spécifiques à Thônes, parce que Annecy avait ses propres mesures, Thônes avait ses mesures. Et donc, voilà. Cela se passait au XIVe siècle. Ça se passait en 1350. Voilà. Et puis il y a une catastrophe qui s'est produite. Il y a eu un très grand incendie en 1453 qui a détruit une très grande partie du centre de Thônes. Et à la suite de cet incendie, les maisons qui ont été rebâties l'ont été avec des arcades. Ce sont les arcades que l'on connaît maintenant à Thônes, qui sont un lieu de convivialité, où on est l'été à l'abri du très gros soleil, l'hiver à l'abri de la neige, et où les familles peuvent se retrouver, où on peut passer un moment agréable. C'est un lieu très aimé des visiteurs. Il y a aussi quelques vieux quartiers qui sont conservés, restaurés régulièrement, comme le vieux pont de Thônes, qui reliait autrefois Thônes à Annecy. Et puis il y a, comme on le voit ici, des bassins, des fontaines. Et des places. Et l'église Saint-Maurice de Thônes. Alors elle a été édifiée en 1697, 87 à 97.
Et elle a un très joli clocher à bulbe. C'est typique dans la région. C'est typique de la Savoie, oui. C'est une influence venant de l'Autriche et d'Allemagne. Ce sont des émigrés de notre région qui sont revenus avec cette technique de construction des clochers à bulbe. Alors à l'intérieur il y a un retable remarquable qui est classé monument historique et qui, les retables permettaient de montrer à la population, aux paroissiens, l'essentiel de la doctrine chrétienne. Donc on y voit un certain nombre de statues, de tableaux. Le tableau par exemple de Bérangier là, qui montre le martyr de Saint-Maurice avec le dieu Jupiter auquel il n'a pas voulu sacrifier. Ce qui permettait de dire que dans l'église de Thônes, le prêtre, c'était la seule église de France dans laquelle le prêtre célébrait la messe devant un autel païen. Là, les différents docteurs de l'église, Saint Ambroise, Saint Augustin. Et voilà le tabernacle qui a une particularité à Thônes. On voit la Vierge en pleurs. Il est très rare de représenter Notre-Dame en pleurs. Et là, c'est le cas. Et elle essuie ses larmes avec son manteau. Les anges qui sont également... C'est une église baroque, de style baroque. Les stalles, les anges. Il y a aussi un très bel hôtel de la Vierge. Puis 2 musées à visiter ici dans cette ville de Thônes. Alors on va commencer peut-être par le musée du Pays de Thônes. Le Pays de Thônes, oui. Le musée du Pays de Thônes est dans un bâtiment offert par Joseph Havet. Il a 2 étages. Au premier étage, on voit toutes les collections historiques et au deuxième étage, la reconstitution de l'habitat traditionnel. Ici, on a une piéta très ancienne et qui date du 15e siècle. Oui. Ici, une ruche coquine qui s'y frotte, s'y pique. Ici, l'atelier de menuiserie. C'est la reconstitution de l'habitat d'autrefois. La chambre à coucher, le séjour qu'on appelait le peil, avec la femme qui file la laine. Ici, la salle à manger, la table. La table, la cuisine. Oui, les poteries. Donc, ce sont des petites scénettes comme ça qui racontent la vie d'autrefois. Autrefois, donc. Avec la laine, le rouet. Ici, c'est la femme du peintre Burga Charvillon. C'est Thérésine André de Thônes qui a été peinte par son mari, filant au rouet. Là, il faut dire des poteries très belles, une jolie collection de poteries usuelles. De faïence. De faïence aussi, de verrerie. Les instruments du menuisier. Voilà la verrerie d'Alex avec des verres gravés, d'anciennes mesures à grains. Voilà un détail d'une mesure à grains. Ça, c'est les conscrits. Bon pour les filles. Les cocardes. Voilà les conscrits avec leur chapeau à fleurs, le violonneux. Sur la place de Thônes, c'est l'ancienne mairie. Là, ce sont les uniformes des pompiers. La compagnie des pompiers a été créée en 1838. Et on voit ici tous les uniformes qui ont été portés successivement. Et puis un autre musée, donc à l'entrée de Thônes, c'est à Morette. Là, c'est le musée de la Résistance. Le musée de la Résistance, oui. Le musée de la Résistance a été construit pour raconter l'histoire de la bataille des Glières et aussi comment toute la vallée a aidé les maquisards à résister. Thônes, à la suite de cela, d'ailleurs, a eu la Croix de guerre et la médaille de la Résistance. Voici le cimetière de Morette, où sont enterrés 105 héros des Glières, abattus essentiellement au moment du repli du plateau, avec leurs 2 chefs, le lieutenant Tom Morel et le capitaine Anjou. Voilà, merci Anne. Tout de suite, c'est la séquence archive. Alors Adrien nous a trouvé la fête des sapeurs-pompiers de Thônes. C'est dans les années 1950 et ce film a été prêté par Monsieur Perrault. En 1953, Saint-Jean-de-Sixte avait l'honneur et la joie d'organiser la fête annuelle de la Fédération des sapeurs-pompiers du canton. Le village avait pris un air de fête pour recevoir les délégations de chaque compagnie de pompiers, ainsi que le conseiller général et les maires du canton. Dans la circonstance, Saint-Jean avait invité le réputé groupe des sapeurs de Thônes. Et c'est la revue par le capitaine honoraire Miquet, toujours alerte malgré ses 75 ans.
transmets notre étendard vénéré à la compagnie de Saint-Jean de Six. Et je redis avec vous, vive la Fédération des pompiers, vive le drapeau tricolore. Et je transmets le drapeau à Saint-Jean de Six et j'espère qu'il sera dans les mains dignes de bien le conserver jusqu'à l'année prochaine. Jacques, cette fête a encore lieu, je crois, à Thônes. Bien sûr, Thônes est aussi une ville de tradition et cette fête a lieu tous les ans. Cette année, ce sera le 12 juillet et on reverra défiler les sapeurs de l'Empire avec leur célèbre bonnet à poil, le tablier en cuir et la hache sur l'épaule. Voilà, la séquence archive. Éric Brun, bonjour. Alors Éric, vous êtes animateur à l'écomusée du Bois. Alors, où se trouve cet écomusée? Sur la commune de Thônes? Donc l'écomusée du Bois et de la Forêt se trouve sur la commune de Thônes, dans la vallée de Montremont, donc un petit peu à l'écart du centre-ville. Et cet écomusée a été construit autour d'une vieille scierie du siècle dernier, donc qui fonctionne encore avec la force de l'eau. On a une vieille roue à aube et toute la partie engrenage qui a été reconstruite. Donc vous avez fait quelques restaurations quand même, vous avez trouvé en l'état? Donc le bâtiment n'était pas en état quand on l'a retrouvé, mais tout a été refait comme elle était autrefois, au siècle dernier. Alors la vocation de cet écomusée, Éric? Donc la vocation de cet écomusée, c'est d'abord de faire connaître une partie du patrimoine local aux personnes de Thônes, mais aussi aux gens qui viennent ici en vacances. Toute cette partie-là. Je veux dire, quand un arbre il commence à pousser, il n'a pas au début du psychographe. Non, parce que l'arbre est tout petit, donc au début il va germer, il va falloir attendre que l'arbre ait un certain âge pour qu'il se soit assez grand pour que l'hypse aille à l'intérieur. Parce que quand ils sont trop petits, l'arbre, même le tronc, est plus petit que l'hypsicographe, donc il faudra attendre. Alors cet écomusée, c'est un outil d'éducation à l'environnement pour vous? C'est aussi un outil d'éducation à l'environnement, comme on vient le voir sur des images. De nombreuses écoles viennent ici, soit pour étudier le travail du bois, comme il se faisait autrefois, soit pour parler de la forêt et de son écosystème. Alors, le bois autrefois avait une grande importance. Donc ça avait une très grande importance au siècle dernier, puisque même si on était agriculteur ici en montagne, on travaillait quand même le bois. On avait des menuisiers et la production de bois aussi pour la charpente. Vous pouvez voir qu'ici, toutes les maisons sont construites en bois et c'est une activité très importante. Oui. Alors on a dit des écoliers, des enfants qui viennent un petit peu redécouvrir des gestes parce que vous faites des démonstrations. Voilà, comme on peut le voir là, sur les images, on voit tourner cette vieille battante, cette vieille scie du siècle dernier, ce qui permet de voir les gestes que l'on pouvait faire autrefois. Alors les enfants, comment ils repartent là après une visite, je sais pas, d'1 heure, 2 heures avec Éric? La visite en elle-même dure à peu près 1 heure et ils repartent, comme on le voit ici encore, plein d'odeurs. Donc là, ils sont en train de sentir de la sciure d'épicéa, où on sent cette résine, peut-être des odeurs nouvelles pour certains enfants qui n'habitent pas ici en montagne. Assez émerveillé aussi de voir toute la partie des engrenages, du moteur avec ses courroies qui tournent et surtout le bruit assez impressionnant de cette machine. Alors, qu'est-ce que vous faites aussi découvrir aux touristes qui s'intéressent à l'environnement? Donc, on a dit qu'il y a cette vieille scierie, cet écomusée, et puis vous leur proposez quoi, Éric? Il y a cet écomusée et il y a à côté un sentier de découverte qui nous permet bien déjà de découvrir le milieu forestier, de connaître les différentes essences de bois, voir un peu les caractéristiques des torrents de montagne. On parle de l'épicéa, du sapin, la différence entre ces arbres. On traverse aussi un paysage agricole. Donc on peut parler un petit peu... Oui, parce que les agriculteurs sont encore présents. Hein. Jacques nous disait que c'était un bon secteur économique. Donc la forêt n'a pas tout envahi. La forêt n'a pas tout envahi. En fin de compte, depuis toujours, l'homme ici essaye de se battre contre la forêt pour essayer d'ouvrir le paysage. Qui a un certain équilibre. Qui a un certain équilibre. On a de la pétacite. Et puis une jolie prime verte, les premières fleurs qu'on peut trouver sur le sentier en ce moment. Puis au mois de mai, nous trouverons les orchidées qui sont assez nombreuses aussi. Et à quelle époque, Éric, et les gentianes, un beau bleu là? Ça va être surtout au mois de juin, lorsqu'on va monter un peu plus haut en altitude. À l'altitude où nous nous trouvons là actuellement, on va surtout trouver la gentiane jaune qui sert à faire l'agneau de gentiane. Et puis alors, donc, quand vous amenez vos groupes, vous pouvez rencontrer des habitants il arrive parfois de rencontrer une personne qui est en train de couper son bois de chauffage et les enfants peuvent sans problème lui poser des questions, discuter un petit peu avec lui et voir une personne qui est en forêt. Alors avec Éric, vous pouvez faire des balades en forêt et puis Jacques, vous allez nous parler des balades en montagne. C'est pour un autre public ça?
Ah non, Non, je crois non. que la balade en montagne, il faut absolument dire que c'est à la portée de tout le monde. On peut faire de la moyenne montagne à Thônes, parce que c'est là aussi, je crois, une des facettes importantes de Thônes. La moyenne montagne, c'est accessible à tous. Je crois que ce qui est important, il y a un bureau de la montagne à Thônes qui rassemble des guides de haute montagne, mais aussi des accompagnateurs en moyenne montagne. Ce sont des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Les accompagnateurs en montagne vous feront découvrir, bien sûr, la géologie de notre pays, la faune, la flore, mais aussi l'habitat, les traditions, mais aussi visiter un chalet d'alpage au passage, nous parler de la vie des gens en montagne, de la vie des gens d'ici. Les guides de haute montagne sont aussi présents à Thônes à travers la Compagnie des Aravis. Et je crois que c'est important aussi de le dire. On peut très bien partir de Thônes pour aller faire le Mont Blanc avec des guides du pays qui auront peut-être davantage à cœur que certains guides de plus grandes capitales d'alpinisme de faire découvrir le milieu sous toutes ses facettes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres activités proposées à Thônes pour les gens, par exemple ceux qui n'aiment pas faire de la randonnée pédestre? Je crois qu'on peut faire un petit peu de tout à Thônes. Il y a un centre équestre qui est magnifiquement équipé. Il y a une piscine, bien sûr. Il y a un mini-golf. Il y a la pêche. Il y a une pisciculture. Mais il y a aussi des parcours très sauvages. Donc on peut faire des activités de pleine nature. Mais il y a aussi à Thônes de multiples activités. L'été, il y a des animations. Quotidiennement à Thônes, il se passe toujours quelque chose à Thônes. Il y a des spectacles qui sont proposés chaque soir gratuitement. Donc c'est une cité, un village, je crois, où on ne s'ennuie pas, où on peut en trouver pour tous les goûts et pour toutes les capacités. Voilà. Moi, j'avais envie qu'on fasse une petite halte chez un artisan. Ils ont toujours leur place dans Pousse Café. Il manipule les outils, il transforme les barres de fer. Jacques Boutillier est ferronnier d'art. Son métier, il l'a appris chez d'autres ferronniers. Transmission des gestes, du savoir essentiel dans ces métiers en voie de disparition. Avec ses ouvriers qu'il a formés, il réalise des rampes, des portails, des luminaires, tout objet de décoration en fer forgé. Quelques-unes des réalisations donc de Jacques Boutillier. Didier Périllat, bonjour. Bonjour. Alors Didier, vous aussi, vous êtes artisan, mais vous êtes bourrelier. Alors c'est un métier de plus en plus rare. C'est un métier qui est à l'heure actuelle très rare. Oui, parce que dans la région, vous êtes combien, Didier? Je suis tout seul dans la région. Ouais. Ouais. Et comme Jacques, j'ai appris mon métier avec une personne plus âgée. Qui lui était bourrelier et qui vous a transmis son savoir. Son savoir, voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école pour être bourrelier. Alors, qu'est-ce que fait un bourrelier, Didier? Dites-nous tout. Un bourrelier, à l'heure actuelle, voilà, sur cette photo, je suis en train de monter une courroie de cloche. Donc vous travaillez le cuir? Le cuir, un petit peu de bois, un petit peu de fer. Voilà, là je prends un emporte-pièce, je fais une mortaise. Vous voulez nous parler des outils peut-être que vous utilisez, Didier? Des outils que j'utilise surtout des outils tranchants comme le couteau mécanique, couteau à pied. Mais ici sur cette photo on voit la rainette. La rainette. Un outil qu'on se sert très souvent. Nous avons la bacarre également. La laine pour la couture, évidemment. Et un petit ciseau. Très important. Alors vos clients sont essentiellement des agriculteurs? Oui, à 80% des agriculteurs et presque uniquement du canton. Et ça alors, qu'est-ce que c'est? Ça c'est un couteau à pied ou couteau de mi-lune. Oui. Il me sert à trancher le cuir. Voilà. Alors, certains font appel à vous pour des cadeaux? Pour des cadeaux, oui. D'une vieille tradition. On offre une cloche pour une naissance. En général, c'est les grands-parents qui font ça. Pour une naissance, ils offrent une cloche avec l'inscription de l'enfant dessus et sa date de naissance. Puis d'autres vous demandent des dessins?
des dessins en clous ou en gravage, suivant les goûts de la personne, avec les initiales du propriétaire dessus. Et bien voilà quelques-unes. Les explications nécessaires pour comprendre ce que fait un bourrelier. Puis on peut venir dans votre atelier et vous expliquer directement aux gens, comme ça. C'est peut-être plus simple. C'est le plus simple. Alors, vous travaillez aussi avec un peintre de Thônes. C'est M. Carella. Oui. Donc il fait des toiles. C'est une personne, on a un magasin très proche l'un de l'autre. Et il fait de la peinture sur toile, sur bois. Et il y a 3 ou 4 ans, je lui ai demandé s'il pouvait me faire de la peinture sur cloche. Il m'a dit, il n'y a aucun problème. Et puis voilà, maintenant, il y a de belles vaches, il y a des beaux chalets d'alpage. Il peint un petit peu la région sur ces grosses cloches. Mais là, ces cloches, elles sont décoratives, Didier? Ou les vaches les portent? Les vaches les portent. Celles-ci aussi? Oui, pour les montées d'alpage, des jours de concours, des foires agricoles. D'accord. Voilà. Mais merci, Didier. Merci. Nicolas Josserand, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes agriculteur ici, à Thônes, et vous fabriquez le célèbre fromage de Thônes, le reblochon. Alors, fermier, bien sûr, c'était évident. Alors, l'origine de ce mot reblochon? Alors, à l'époque, au XIIIe siècle, les seigneurs avaient des alpages dans la vallée de Thônes, et ces seigneurs louaient ces alpages aux fermiers. Et les fermiers, en guise de location, devaient donner une partie. La location était basée sur la quantité de lait produite sur la ferme. Et le fermier, qui est un petit peu malin, le jour où le seigneur venait faire la pesée du lait, n'effectuait pas la traite entière des vaches. Une fois le seigneur parti, il se remettait à traire les vaches. Et ce lait de seconde traite, en fait, servait pour la fabrication du reblochon. Ah, il se le gardait. Voilà, d'où le mot rablassé, maraudé en patois, et reblochi, puis reblochon. Voilà. Rebloché, c'est la deuxième traite, en fait. Donc la deuxième traite. Voilà. Alors, vous faites du reblochon fermier. Alors, vous allez nous expliquer peut-être la différence pour que tout le monde comprenne la reblochon fermier avec le reblochon laitier. Alors, le reblochon fermier, en fait, il est fait donc 2 fois par jour avec le lait de nos vaches, et donc toute l'année. Donc, le fermier a une plaque de caséine verte, qui prouve que le reblochon est fermier, et tandis que le reblochon laitier, lui, a une plaque de caséine rouge. Et il est donc fait dans les fruitières donc de la Haute-Savoie, avec le lait de plusieurs exploitations. Tiens, le lait, il vient de quelle vache? Alors le lait, il vient essentiellement de vaches abondance, mais il faut savoir qu'on a droit à 3 races pour le reblochon. Donc la tarine, la montbéliarde et surtout l'abondance. Et donc là, les reblochons. Alors, il y a des producteurs fermiers comme vous, vous êtes plusieurs sur cette commune, puis il y a aussi la coopérative. Alors, avec la coopérative, on a à peu près 60 producteurs de reblochons fermiers à livrer à cette coopérative. Alors, la coopérative termine l'affinage et ensuite expédie sur toute la France. Elle a des caves bien dans le rocher, dans la terre, et elle fait des très bons reblochons. Voilà, et puis puisqu'on parle du fromage avec vous, Nicolas, je souhaitais annoncer la 6e foire concours au fromage fermier qui va se dérouler cette année à Rosières, mais c'est dans un autre département, c'est en Haute-Loire, et elle se déroule donc cette fête et cette foire concours le dimanche 26 avril de 10h à 19h. Madrien vous en dira plus dans son agenda tout à l'heure. Nous allons peut-être regarder la table des produits du terroir, donc bien sûr les fromages, avec le reblochon, des chevrotins, la tome de Savoie et l'abondance, puisqu'on peut avoir de l'abondance ici. Et puis il y a le farcement, Anne, c'est un plat de la région. Oui, c'est un plat traditionnel savoyard qui était surtout fabriqué à la maison le dimanche, parce qu'il faut 4 heures pour le faire cuire, donc le temps de partir à la messe et de revenir, il était bon à consommer. Oui. C'est un plat à base de pommes de terre et aussi de fruits, pommes ou raisins ou pruneaux, et on le mange avec de la charcuterie. Alors c'est un plat qui était tombé un peu en désuétude, mais en 1969, Roby Rosset de Thônes a remis à la carte des restaurants ce plat, et maintenant on peut le déguster à Thônes et dans les villages environnants. Alors, ce restaurateur nous a donné, bien sûr, la recette de son farcement. Et puis, vous, Nicolas, vous pouvez donc donner, par notre intermédiaire, donc, des fiches recettes sur le reblochon fermier. Tout à fait. Alors, si vous avez envie de faire la tartiflette ou la tourte au reblochon, vous écrivez à Pouce Café et nous vous enverrons toutes ces recettes. Mais tout de suite, c'est l'agenda d'Adrien.
Bonjour à tous, n'hésitez pas à contacter l'Office du tourisme de Thônes pour connaître les adresses des artistes et artisans présentés dans Pousse Café, de la coopérative et des fermes de la commune, ainsi que les coordonnées du musée du Pays de Thônes, de l'écomusée du bois et de la forêt, des musées de Morette qui retracent entre autres l'histoire de la résistance en Haute-Savoie. Pour les balades et les circuits autour de Thônes, l'Office de tourisme peut aussi vous proposer des accompagnateurs et enfin vous renseigner sur les prochaines manifestations comme la foire aux chevaux le samedi 2 mai. Appelez le 04 50 02 0026. Le centre de formation au métier de la montagne, situé à Thônes, est là pour vous renseigner sur les débouchés dans le secteur de l'agriculture et des métiers sportifs autour de la montagne. Renseignez-vous vite au 04 50 02 00 79. Sachez encore que la 6e foire concours des fromages fermiers se tiendra à Rosières le dimanche 26 avril de 10h à 19h. Rosières, que Pousse Café vous fera découvrir prochainement, se trouve à 19 km au nord-est du Puy-en-Velay, dans le département de la Haute-Loire. Lors de cette manifestation, vous découvrirez les fromages d'une trentaine de producteurs du département, ainsi que d'autres produits de la région Auvergne. Renseignez-vous au CIVAM au 04 71 02 71 88. On se retrouve samedi prochain à 13h15. Odile Mattei vous emmènera dans l'Ain, à Ambérieu en Bugey, à l'occasion du Festival international de Diaporama. Nicolas, vous vouliez rajouter une petite précision concernant une fête qui va y avoir lieu à Thônes. Tout à fait. Alors le 2 mai à Thônes, il y aura un concours cantonal de vaches et donc de reblochons avec une soirée le soir à la salle des fêtes de Thônes. Voilà, et puis pour tout autre renseignement, vous écrivez à Pousse Café ou vous allez directement à l'Office du tourisme. Alors Éric Brun, tout à l'heure vous nous avez parlé d'une scierie remise en activité pour les touristes et pour tous ceux qui ne connaissaient pas le fonctionnement de ces métiers d'autrefois. Alors là, avec Jacques Mourican et sa rubrique Le passé recomposé, nous allons aller aux confins de la Loire et de l'Allier, voir un petit peu la même chose que certains amoureux de ces métiers d'autrefois ont remis à jour. Voici le passé recomposé. L'Avoine, minuscule commune aux confins de la Loire et de l'Allier, n'a guère pour richesse que la célèbre forêt des bois noirs qui l'entoure. Depuis toujours, ici, on a travaillé comme scieur, notamment pour fabriquer des caisses d'eau de Vichy. Elles furent longtemps une belle source de revenus. Aujourd'hui, de ces bois et des métiers qu'ils ont donnés, la commune veut tirer un parti touristique et culturel. Tout a commencé par un sentier de découverte dans ce paysage qui est aussi celui des chemins menant à Compostelle. Ces 12 étapes, c'était un moyen de faire découvrir au public, aux promeneurs, faire découvrir un peu l'ensemble du milieu forestier. C'est-à-dire par petites étapes, par petites touches, on lui fait découvrir un peu toute la complexité de ce milieu et tout ce qu'il y a de passionnant en fait en forêt. Ils ont besoin de redécouvrir, puis aussi besoin d'apprendre, besoin de comprendre aussi la forêt. Parce que souvent c'est par ignorance qu'ils arrivent à dégrader un peu des choses qu'ils ignorent en fait. La grande opération a été la reconstruction à l'identique d'une scierie à eau comme il y en avait jadis de nombreuses dans les forêts, où on ne les retrouve plus qu'en ruine. Je peux vous demander d'arrêter là ? Alors voilà, c'est un bricolage pour envoyer, pour arrêter, c'est un bricolage. C'est une fermeture manuelle qui ne nécessite pas un gros investissement, puisque c'est juste une barre de bois qui ouvre et qui ferme la vanne, c'est tout. Et puis tout ici était un peu du bricolage, parce que finalement, c'était pas grand-chose cette scierie. Ça a été fait avec les moyens du bord, des sapins ronds qui n'ont pas été essayés, qui ont été, vous voyez, ils ont été même tordus pour mettre la pente. Et voilà, ça a été fait comme ceci, quoi. Les scieries qui étaient dans les campagnes, c'était exactement pareil? Elle a été reconstituée telles que les anciennes étaient à l'époque. Et alors comment ça se passait en ce temps-là? Elles appartenaient à qui, ces scieries? Ces scieries, elles étaient communautaires, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs scieurs qui s'étaient rassemblés, qui avaient constitué cette scierie. Ils avaient donc apporté des parts pour la constitution, et chacun avait droit à une journée, 2 journées, 3 jusqu'à 4 journées tous les 15 jours. Et
c'était communautaire, quoi. Et alors on avait seulement à soi, il y avait la scie, hein, je crois. Alors il y avait le banc de scie, là, bon, et le hangar, le reste était personnel. La lame de scie était personnelle, ainsi que la courroie et la burette pour graisser, disons, quoi. C'est tout ce qu'il y avait. C'était une vie très très dure. C'était dur et pas dur parce que j'étais tellement habitué comme ceci, j'étais heureux les gens à l'époque. Ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. Hein. On ne peut pas dire que les gens peinaient plus. Hein. Ils prenaient peut-être plus de temps, mais... Et même plus de loisirs, parce que finalement, le matin ils allaient au bois, le soir ils allaient au champ avec leurs bêtes, ils se reposaient. Oui. Mais alors aujourd'hui, pour avoir une scierie comme la vôtre, là, faut mettre énormément d'argent en investissement ou bien est-ce qu'on peut être un petit scieur? On peut être un petit scieur, mais ça coûte une fortune. Hein. Si vous achetez, quand vous achetez le matériel, ça coûte une fortune. Et puis après, dès qu'il est... c'est du matériel d'occasion, ça vaut plus grand-chose. C'est-à-dire que lorsqu'on a débuté, nous on s'est installé électriquement à Lavoine, là, nous avons presque tout installé nous-mêmes, nous avons construit l'hangar nous-mêmes. Et nous avons acheté une scie d'occasion, bien sûr. Et nous avons commencé par la scie, ensuite nous avons mis l'aménage progressivement. Quoi. Troisième étape, il se construit pour cet été un écomusée autour du bois. Dedans, le thème, ça va être les mêmes thèmes que le parcours d'interprétation de la nature. Les principaux, c'est le bois, la forêt, donc c'est le principal thème, l'agriculture, l'aménagement du territoire, qui est très important chez nous, et le paysage, et plus l'eau. Parce que donc il y a quand même aussi bien la Bète que le Sichon qui prennent leurs sources sur notre commune, puisque nous sommes le point le plus élevé du département. Et en plus, il y aura une collection complète de toutes les essences du monde. Alors votre écomusée, Eric, lui est à Thônes, c'est en Haute-Savoie. Là, Jacques Maurican nous a amené à Lavoine, c'est dans l'Allier. Il y a quelques petites différences? Il y a quelques petites différences de sillage, de technique. Et puis je crois que chaque région a sa particularité. Moi, je suis assez content de voir que ces activités-là se développent, ne serait-ce que pour sensibiliser les jeunes générations à ce que l'on a fait autrefois et surtout à les sensibiliser pour la protection de notre environnement. Une meilleure connaissance de notre environnement les amènera vers une protection, c'est sûr. Et puis, tous ces métiers d'autrefois, ce sont quand même des jeunes qui en ont parlé aujourd'hui, donc c'est peut-être un signe d'espoir, Jacques. Ah ben, je crois qu'on appelle Thônes aussi la vallée heureuse, et elle est heureuse parce qu'effectivement, il y a des jeunes dans toutes ces activités traditionnelles. Il y a un bourrelier qui est jeune, il y a une multitude d'agriculteurs qui s'installent et qui sont jeunes, et je crois que notre vallée a du dynamisme à travers toute cette jeunesse qui s'est mise au travail, et pas de façon artificielle du tout. Et voilà, il y a une transmission d'un savoir-faire et d'un patrimoine, et ça c'est fort heureux pour nous tous, je crois. Donc avec beaucoup de plaisir, je vous retrouve dans une ville de l'Ain la semaine prochaine dès 13h15. C'est Ambérieu en Bugey à l'occasion du Festival international de Diaporama. Au revoir et merci à tous. C'est la valse de Faust qui accompagne les gracieuses évolutions des danseuses de Thônes.